Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours. Attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions.
Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours, attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours, attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. Les thèmes sont multiples, nombreux, c'est d'ailleurs des thèmes que vous expérimentez tous les jours, attractivité des talents, entreprise collaborative, gestion des carrières, gestion des compétences, la quête de sens au cœur de toutes nos démarches. C'est sur l'ensemble de ces thèmes que nous vous donnons rendez-vous le 10 juin à partir de 14 h, 6 tracks thématiques au cours desquels vous verrez vos pairs, vos collègues, l'ensemble de ceux qui sont comme vous au cœur des entreprises, échanger ensemble pour trouver les meilleures solutions. dans ce track dédié au modèle de l'entreprise hybride, la nouvelle partition à maîtriser pour accompagner ses salariés.
3000 accords de télétravail ont été signés en 2021. C'est 37% de plus qu'en 2020. Finalement, aujourd'hui, le télétravail est entré dans les mœurs. La plupart des entreprises sont passées en mode hybride. Mais comment allier le meilleur des deux mondes et ne pas tomber finalement sur un compromis bancal? Comment ne pas perdre en qualité de vie au travail? Comment rendre le retour au bureau attractif? Ou encore, comment faire de cet exercice imposé une force et emporter les collaborateurs dans l'aventure? On en parle tout de suite. Le modèle de l'entreprise hybride, la nouvelle partition à maîtriser pour accompagner ses salariés. Mais quels sont les véritables enjeux qui se cachent derrière ce modèle hybride? On en parle avec Gilbert David. Bonjour. Bonjour. Associé capital humain HR Transformation Leader chez Deloitte. Alors justement, la première question peut-être, c'est de quoi on parle? Où en est-on aujourd'hui de l'entreprise hybride? Oui. Alors effectivement, de quoi parle-t-on quand on parle d'entreprise hybride? Alors on parle essentiellement de télétravail et puis d'évolution des modes de travail, notamment depuis la crise Covid. Le bilan après 2 ans, c'est effectivement, on n'a pas constaté ce que l'on avait pu craindre lors de la crise. On n'a pas constaté un absentéisme qui augmente ou un manque d'engagement des collaborateurs, bien au contraire. Aujourd'hui, le télétravail s'est généralisé pour devenir incontournable pour tous les métiers qui permettent de l'être, évidemment. Et il est devenu un acquis, notamment pour ceux qui entrent dans le monde du travail aujourd'hui. Alors en termes de chiffres peut-être, donc en 2000, les accords de télétravail avaient commencé bien avant la crise de toute façon. Donc en 2019, on avait déjà un peu plus de 1000 accords signés. En 2020, enfin 2 ans, 3 ans après, on en a quasiment 3000, soit plus de 2,5 fois plus. Donc il y a effectivement une grosse avancée en termes d'accords de télétravail. Mais alors attention, 1/3 des accords ne concernent qu'un jour de télétravail et la moitié des accords ne portent que sur 2 jours. Donc on est loin de la révolution dont on parle et on peut constater vraiment une réserve de la part du management aujourd'hui. C'est vrai, on n'est pas encore à la grande flexibilité. On se rend compte quand on dit hybride, c'est vraiment intéressant. C'est chacun cherche un petit peu ce qui peut correspondre d'un côté aux collaborateurs, d'un côté aux managers, de l'autre côté au fonctionnement de l'entreprise. Et justement, ça se met en place, mais il y a ce risque-là à gérer, ou en tout cas cette difficulté-là, la question du management intermédiaire qui est vraiment au cœur du sujet. Alors c'est ce qu'on a pu constater, c'est le management intermédiaire qui a le plus souffert. Il se trouve entre le collaborateur et l'entreprise, c'est le lien entre le collaborateur et le collectif et c'est sur lui que porte toute la pression. En fait, il doit passer d'une culture du contrôle à une culture de la confiance et il y a tout à remettre en place. Et là, pour ce faire, il faut que l'entreprise l'accompagne et c'est aussi le rôle de la RH d'accompagner tous ces managers aujourd'hui. Oui, parce que finalement, il faut éviter le turnover, il faut qu'il y ait de l'équité. C'est bien ça, il y a gérer l'indépendance des salariés. Et ça passe par quoi aussi? Par une communication peut-être plus fluide? Alors, c'est un encadrement. Aujourd'hui, on l'a dit, c'est à l'entreprise de fixer les règles. On a pu constater aussi qu'il y a des entreprises qui ont pu constater les limites du télétravail, avec peut-être dans certaines activités une baisse de l'innovation, de la créativité, mais pour des collaborateurs qui sont seuls chez eux, avec une totale absence de lien social pendant 2 ans, on a pu constater une augmentation des risques psychosociaux. Donc, c'est à l'entreprise et au management aujourd'hui de fixer des règles, de réguler de façon à pouvoir recréer ce lien avec le collectif également. Oui, c'est ça la difficulté, c'est comment on gère pour les managers intermédiaires, comment je vais faire pour gérer. Bon d'accord, j'en ai une partie en présentiel, une partie en distanciel, comment je fais communiquer les deux, comment je les fais travailler ensemble. Et de l'autre côté, ces collaborateurs, justement, il faut qu'on soit vigilant et c'est ce que vous commenciez à me dire, Gilbert, finalement, c'est que
Ils sont assez demandeurs de ce fonctionnement hybride. En tout cas, ils ne sont pas tous pressés de revenir sur site. Mais il y a quand même des risques pour les collaborateurs. Il faut peut-être insister là-dessus. Il y a des risques et puis tout le monde n'est pas forcément égal face au télétravail. Il y a des activités qui ne permettent pas de gérer du télétravail. Et encore une fois, c'est à l'employeur, à l'entreprise de gérer l'équité entre ses collaborateurs, entre ceux qui peuvent bénéficier du télétravail et ceux qui ne le peuvent pas. Parce que, effectivement, comment expliquer qu'il y a des collaborateurs à qui on ferait confiance et d'autres à qui on ne le fait pas. Donc ça, c'est un premier risque, effectivement. Moi, j'y vois un deuxième, peut-être à beaucoup plus long terme, c'est que dans un monde globalisé où le télétravail permet de délocaliser un certain nombre d'activités, si l'entreprise elle prend l'habitude de plus voir ses salariés, elle peut chercher à vouloir faire réaliser toutes ces activités qui peuvent être faites en télétravail par des acteurs externes également. Et donc, à long terme, on peut y voir aussi un risque pour les collaborateurs. Donc, risque d'un monde du travail à deux vitesses, finalement, vous disiez, entre ceux qui peuvent bénéficier du télétravail et pas les autres. Et puis, risque, alors à plus long terme, cette tentation d'externaliser des compétences qu'on aurait un petit peu oubliées parce qu'on les a mis en distanciel. Donc finalement, si elles sont en distanciel à 100 km de Paris, pourquoi pas les faire à 10 000 km exactement, le bout de la planète, pourquoi pas. Ouais, toutes ces activités ne le sont pas, mais c'est aussi un risque qu'on peut y voir aujourd'hui. Et c'est marrant parce que je voyais la semaine de 4 jours est de plus en plus plébiscitée par les collaborateurs. Donc on sent aussi que ce que vous disiez au départ, le mode hybride, c'est aussi la tentation de plus de flexibilité et toute une réorganisation au travail. C'est ce qu'on disait. De toute façon, c'est un acquis. Donc aujourd'hui, l'entreprise doit faire avec des collaborateurs qui ont, enfin quand ils le peuvent, la volonté de travailler à distance. Il faut trouver aussi pourquoi les collaborateurs. Qu'est-ce qui va faire que je vais faire revenir mes collaborateurs ? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui cherchent à faire revenir le retour au bureau. Et puis, les collaborateurs leur répondent, mais oui, mais pourquoi faire ? Donc, il faut trouver des raisons, d'autres modes de travail. C'est le rôle de l'entreprise de trouver d'autres modes de travail pour pouvoir faire revenir les personnes, recréer ce lien social. Parce qu'aujourd'hui, le risque, c'est effectivement, on a parlé de l'entreprise, mais pour le collaborateur aussi, si il vient de moins en moins au bureau, il a de moins en moins de liens sociaux et puis finalement, il a plus plus grand chose qui le retient à l'entreprise. Donc on assiste aussi à une volatilité des talents. On parle beaucoup aujourd'hui de la guerre des talents. Aujourd'hui, l'entreprise doit aussi se réinventer, faire revenir le collaborateur. Pourquoi faire ? Quelles sont les activités qui sont vraiment des activités que je vais faire au bureau ? Et les distinguer des activités qui peuvent se faire à distance. Et donc l'entreprise doit à la fois se réinventer et recréer ce lien pour pouvoir fidéliser ses collaborateurs. C'est intéressant, grosse responsabilité pour l'entreprise, pour la RH, pour les managers. Alors finalement, on a l'impression de partir d'une problématique presque logistique ou organisationnelle du modèle hybride et on en arrive à des questions sociétales, voire sociales, ce que vous venez de nous expliquer avec toutes les dimensions que ça recoupe, voire psychologiques aussi, de santé globale. Et c'est tout ça qui se cache derrière ce modèle d'entreprise hybride. Vaste sujet. Vraiment jour après jour, parce qu'on apprend en marchant, étant donné qu'on a été plongé par la crise Covid, qui a été un accélérateur de fondements sociétaux et des modes de travail qu'on avait pu constater avant, mais aujourd'hui, on a été projeté à plein. C'est ça. Donc, on va voir avec certains témoignages ce que ça donne, comment on se dépatouille, si j'ose dire, avec tout ceci. Mais on voit qu'on n'a pas fini d'en parler. Et comme vous le disiez, peut-être que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera plus vrai dans 6 mois ou dans 1 an, parce que tout ceci évolue très vite. Exactement. Merci infiniment. Gilbert David, Karine. associé Capital Humain, HR Transformation Leader chez Deloitte. Merci. Le modèle de l'entreprise hybride, une nouvelle partition à maîtriser pour accompagner ses salariés et si ça passait par des bureaux de plus en plus attractifs et des solutions de services digitaux. C'est ce que nous allons voir avec Jérémy Roca. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de l'expérience collaborateur chez ServiceNow. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter ServiceNow ? Oui, d'un mot quand même. En un mot, éditeur de logiciels américain, spécialiste de la digitalisation des processus d'entreprise.
Merci. Sylvain Moncouquiol également est avec nous. Bonjour. Bonjour. Directeur général des fonctions centrales et de développement durable, membre du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield. Ça veut dire que vous êtes responsable RH, mais également informatique, développement durable, transformation, organisation, etc. Que vous chapeautez tout ceci. Rappelez-nous, Unibail-Rodamco-Westfield, du coup, ça fait combien de collaborateurs à peu près? Alors, Unibail-Rodamco-Westfield, c'est une entreprise qui est cotée au CAC depuis 2007, mais qui compte assez peu de collaborateurs au regard de nos pairs, puisqu'on est 3000 salariés aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans toute l'Europe continentale. Donc ça, c'est l'ensemble de tous C'est les... l'ensemble de nos effectifs. Vu le nombre de centres commerciaux que vous gérez, que vous avez imaginé plus exactement, effectivement, ça ne fait pas beaucoup. Oui, c'est lié à notre modèle d'activité, bien entendu, mais c'est vrai que ça dit aussi un peu de notre population. C'est une population essentiellement qui est faite de cadres, essentiellement. Et voilà. Voilà, 90% de cadres, vous me disiez, effectivement, c'est pas mal. Donc forcément, comme tous les autres, j'allais dire, comme toutes les grandes entreprises, et les moins grandes d'ailleurs, vous êtes passé en mode hybride. Mais est-ce une culture qui va de soi chez Unibail-Rodamco? Et puis, quel accord de télétravail a été mis en place? Alors, ce n'est pas une culture qui va de soi. En fait, Unibail-Rodamco-Westfield, aujourd'hui et avant Covid, ça n'a pas grand-chose à voir. En fait, nous, on vient d'une entreprise qui avait une culture finalement très présentielle, une petite boîte, qui avait une culture très exigeante et qui peut-être avec le temps avait évolué vers une culture très orientée process. Et aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises, on a tiré les leçons en fait de ce qu'on a appris pendant le Covid et du coup on offre à tous nos collaborateurs la flexibilité d'aller jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Non imposé, donc vraiment sur la base du volontariat et de manière totalement flexible. Mais il y a quelques petites règles, c'est interdit depuis l'étranger. C'est interdit depuis l'étranger, on demande aux collaborateurs d'être en mesure de revenir au bureau dans les 24 heures. Voilà, essentiellement, mais pour le reste, on est quand même assez flexible sur les règles qui s'appliquent. Donc maintenant qu'on a prouvé que le travail à distance, Jérémy, fonctionnait, qu'il ne générait pas de baisse de productivité, parce que c'est un peu ça qui a été démontré. Comment on maintient cette force de travail? Comment on parvient à réunir le meilleur des deux mondes? Parce que c'est bien ça aussi la difficulté. Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit que le bureau, vous le citiez, on est passé d'un endroit où on allait de manière routinière tous les jours au bureau parce que c'est le lieu de travail, et on l'a transformé, ce lieu de travail, en outil. Donc on s'y rend maintenant parce que c'est utile, parce qu'on va utiliser le lieu de travail comme quelque chose qui rend un service. Donc besoin d'un équipement particulier, besoin d'une salle particulière. On y va pour vraiment quelque chose qui nécessite d'être en présentiel. Mais on peut continuer à effectuer son activité de manière efficace à distance et vraiment, du coup, utiliser ce lieu de travail comme un outil supplémentaire à la productivité. Oui, on donne finalement au bureau un autre usage, exactement, peut-être que celui qui était exactement. Auparavant. On a complètement changé l'usage. Donc la difficulté, désormais, paradoxalement, c'est de faire revenir les collaborateurs sur site. Je voyais les entreprises de la tech aux États-Unis, là, ça devient quasiment impossible. Il y a des pétitions chez Apple disant « mais c'est pas possible, on peut pas revenir, on peut très bien rester en télétravail ». Mais quand on a, comme pour vous, Unibail-Rodamco-Westfield, pour métier d'inventer des lieux de vie, parce que c'est bien ça votre métier, est-ce que c'est plus simple ? Alors, je ne sais pas si c'est plus simple, mais en tout cas, et comme le disait Jérémy, on a vraiment mené une réflexion sur le rôle du bureau post-Covid, en fait. Et nous, on a vu dans la mise en place du mode de travail hybride une opportunité de faire évoluer notre culture de management et de faire évoluer aussi le lieu de travail et donc le lieu de vie. Et donc, notre réflexion, ça a été, puisqu'on a démontré pendant 2 ans qu'on a été capable d'être très efficace chez soi, au fond, pourquoi revenir au bureau ? Et donc c'est vraiment notre ligne directrice. Comment donner envie aux collaborateurs de venir travailler au bureau. Et donc c'est la fonction du bureau qu'il faut repenser. Et donc l'accent chez nous est mis sur l'onboarding des nouveaux collaborateurs, les actions de formation, la socialisation, tout le travail de créativité, le brainstorming. Et du coup c'est vrai que ça s'accompagne par de la formation de nos managers, bien sûr, mais aussi par repenser l'espace. Et donc, on a engagé dans notre siège à Paris des travaux en profondeur pour repenser complètement l'espace de travail. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord multiplié les salles de réunion
qui sont désormais, donc on a augmenté de 50%, je crois. On les a toutes équipées de systèmes de vidéoconférence pour que l'expérience collaborateur avec ceux qui restent chez eux soit la meilleure possible. On a multiplié le nombre de postures, en fait. Donc on a des postures assises, des lounges, des agoras. On a fait un café au cœur du bâtiment, qui est vraiment un peu comme vous étiez à l'école, le foyer du bâtiment où les collaborateurs se retrouvent. C'est Hélène et les garçons ou la café de Friends, quoi. Voilà, il y a un petit côté Hélène et les garçons. Et d'ailleurs, vendredi, on a un des collaborateurs de la RH qui vient avec son groupe perso faire un petit after work jazzy. Donc ça, c'est assez sympa. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on donne envie aux collaborateurs de revenir parce qu'il va y retrouver une expérience qu'il n'a pas chez lui. Mais ça me fait sourire parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand même que pour faire revenir les gens au bureau, je leur propose un concert et un petit déj à volonté. Alors, c'est un peu un raccourci et en fait... Je fais exprès, mais... mais en fait, il y a quand même des différences en fonction des marchés et des capitales où nous sommes présents. Dans les grandes capitales européennes, je pense à Paris, je pense à Madrid, dans une certaine mesure aussi à Amsterdam, nos collaborateurs reviennent assez naturellement au bureau. En fait, on a des collaborateurs plutôt jeunes, en début de carrière. Ils ont besoin de se créer un réseau, d'apprendre leur métier, d'être coachés, d'être mentorés. Et puis, les collègues deviennent aussi des copains. Donc, parfois plus d'ailleurs, mais donc on aime bien socialiser, c'est important. Donc en fait, on n'a pas trop cette difficulté sur nos sièges dans ces grandes capitales. Après, dans des villes où le temps de commuting était plus important, ou est plus important. Donc le temps de transport pour venir au bureau. Donc je pense à l'Allemagne, bien sûr à Londres, où le temps de commuting dans le métro est assez long. Et puis évidemment aux États-Unis, nous sommes présents à Los Angeles. Le temps de commute moyen, c'est 1h30 à 2 heures, both ways, aller et retour. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On a beau faire beaucoup, c'est plus compliqué de faire revenir les collaborateurs, d'autant plus que le marché s'adapte. Et donc les autres entreprises proposent des accords de flexibilité qui vont au-delà de ce que nous proposons. Eh oui, c'est ça. Ça va être dans la guerre des talents, ça. Dans la guerre des talents, la question de flexibilité. en Californie, c'est devenu. Ça joue aussi. J'ai vu que c'est devenu un aspect qui est tout à fait aussi important que la rémunération. C'est devenu un avantage qui est aussi regardé que la rémunération. De quelle manière on peut travailler? Est-ce qu'on doit absolument se rendre sur site 5 jours sur 5? Est-ce qu'on peut travailler de manière flexible? Est-ce qu'on est entièrement libre sur la manière dont on organise son travail? C'est devenu un argument de vente pour les recruteurs. J'ai vu notamment que chez Apple, il y avait une pétition et certains menaçaient de démissionner parce qu'on leur demandait de revenir 3 jours par semaine. Donc ça y est. Je ne suis pas étonné. C'est ça, on est jusqu'au boutiste. Mais du coup, pour que ça fonctionne, il y a un enjeu important de gouvernance, on disait d'usage du bureau, mais il y a aussi des solutions techno à apporter. C'est bien là-dessus que vous travaillez chez ServiceNow. Est-ce qu'on est capable d'apporter la même qualité de service dans le travail à distance qu'au bureau? Parce que c'est une chose de revenir au bureau, mais il faut qu'on soit toujours aussi efficace en télétravail et vice-versa, qu'on puisse passer de l'un à l'autre de façon tout à fait fluide. Exactement. L'enjeu, c'est de pouvoir, effectivement, dans cet environnement hybride, de passer de l'un à l'autre de manière quasiment transparente. C'est-à-dire qu'on utilise cet outil qui est le lieu de travail de manière vraiment fluide. Et effectivement, en fait, ça répond à une question, comment on utilise les services partagés de l'entreprise? Parce que là, on parle du lieu de travail, mais les ressources humaines, les moyens généraux, l'informatique, tous ces services partagés qui donnent un service, rendent un service à tous les collaborateurs, doivent pouvoir être exploités de la même façon quand on est à distance ou quand on est sur le lieu de travail. Imaginez, je vous prends un exemple, un nouveau collaborateur. Un nouveau collaborateur qui, il y a 1 an et demi, il a été recruté. Il a commencé sa nouvelle mission dans l'entreprise à distance. Donc sans rencontrer personne, sans connaître personne, en découvrant à distance tous les processus, la manière de fonctionner de l'entreprise. Donc comment ce nouveau collaborateur, pour qu'il se sente le moins perdu possible, peut avoir une solution digitale qui l'accompagne sur l'exploitation, l'utilisation des services partagés de l'entreprise, et notamment l'utilisation du lieu de travail. Allez-y, donnez des exemples très concrets. Imaginez, donc je suis nouveau collaborateur et je dois organiser
une réunion importante avec un client important dans la semaine prochaine et je dois prévoir une salle spécifique avec des équipements, potentiellement de la restauration, bloquer des places de parking, prévoir des badges visiteurs. Comment je fais pour activer toutes ces micro-tâches qui sont peut-être, suivant la taille de l'entreprise, des responsabilités à travers les différents services partagés de l'entreprise. Comment je fais pour connaître un tel qui s'occupe des badges, connaître l'autre personne qui gère le parking, pour activer toutes ces tâches. Imaginez, voilà, quand on est nouveau, à distance, et qu'on doit, ça peut paraître une montagne. Donc on accompagne, effectivement, avec des solutions digitales, une orchestration de tous ces services à travers une simple demande. Quand vous avez transformé les bureaux, Sylvain, c'est ce que vous m'expliquez aussi, c'est ce système qui a l'air... Enfin, cette question qui a l'air finalement anodine au départ de réservation des salles de réunion est un véritable sujet aujourd'hui. Ouais, et ça doit être vraiment très fluide. Hein. Et je ne dis pas d'ailleurs qu'on a aujourd'hui la solution parfaite. On a appris aussi en avançant, mais c'est vrai que la réservation des salles, elle doit être très fluide. Et d'ailleurs, au début, c'est vraiment anecdotique, mais donc on a un petit système de réservation de salles qui est très fluide. Et qui fait que devant chaque salle, il y a aussi qui l'a réservé, mais il y avait aussi l'objet de la réunion. Bon, on s'est vite rendu compte, évidemment, qu'il fallait enlever ce champ-là. Bon, voilà, c'est des petites choses, on voit qu'on apprend en marchant, mais oui, il faut que l'expérience soit la plus fluide possible, sinon ça ne fonctionne pas. Et j'ai une question, parce que quand on a préparé ensemble, vous me disiez, non mais nous, on disait dans la création de lieux, donc dans la créativité, dans le collaboratif, ouais. Et vous me disiez, on est aussi dans les engueulades. Est-ce que les engueulades sont revenues ? Est-ce que vous avez réussi à remettre ça ? Oui, les engueulades reviennent. Et en fait, alors, je vais être très direct. Hein, nous, on croit vraiment qu'on donne le meilleur de nous-mêmes quand on est ensemble en présentiel. Hein. C'est vraiment la ligne directrice de l'entreprise. Notre raison d'être, c'est réinventer l'être ensemble. Donc, c'est créer des lieux de vie, que sont nos centres commerciaux, que sont nos bureaux. Et donc, oui, on pense vraiment qu'on est meilleur ensemble. Et on est meilleur ensemble parce qu'on est dans l'échange, parce qu'on est dans l'engueulade, parce qu'il y a de la spontanéité, parce que quand on marche dans le couloir, d'un seul coup, on interpelle un ou deux collaborateurs qui sont concernés par la même problématique et qu'autrement, à distance, il aurait fallu passer 2 coups de fil ou planifier une réunion Teams qui prend tout de suite 1 heure dans l'agenda, etc. Donc oui, ça c'est absolument important. Maintenant, comment faire pour vivre ça tout en donnant la flexibilité aux collaborateurs, je crois que ça passe aussi par la formation des managers, en fait. Il y a un certain nombre de rituels à conserver. Il faut équiper les managers parfois à savoir dire non, tout simplement, ou à imposer une réunion pour laquelle il est important que tout le monde soit en présentiel. Et puis aussi les aider à peut-être mieux communiquer avec leurs équipes, à trouver des manières d'être peut-être plus inspirants. C'est pas facile pour les managers, c'est une vraie révolution. Non, c'est ça, on sent qu'on est quand même à un moment de transition, pour terminer, Jérémy, même si les outils s'améliorent, ce que vous proposez, qu'on se dit que tout le monde s'est à peu près mis à l'hybride, c'est pas si simple, il y a encore des choses à ajuster quand même. Ah non, déjà on apprend en marchant, parce qu'on a été propulsé par une situation qui nous a tous forcés à s'adapter et puis à découvrir quelque chose de manière ultra rapide. Mais c'est vrai qu'on écoute beaucoup les collaborateurs parce qu'au final, tout ce dont on vient de parler, c'est aussi beaucoup le feedback, le retour des gens sur le terrain. Et c'est vrai que dans le monde digital, on a aussi cette grande thématique de écouter le collaborateur, lui demander son avis, son retour, prendre son pouls à chaque interaction qu'il a, pour être bien sûr que tout ce qu'on met en place, au final, a du sens et lui apporte une aide. Combien d'outils ou de procédures ont été mis en place sans prendre en compte l'avis ou l'efficacité auprès du collaborateur et se retrouvent à ne pas être utilisés ou ne pas être connus. Donc effectivement, l'écoute en permanence sur chaque interaction permet de s'adapter et puis de faire de l'amélioration continue. Et oui, et là, vous allez tous en avoir besoin, effectivement, pour continuer à construire ensemble cette entreprise hybride, d'autant plus que le virus est ce qu'il est et on ne sait pas encore ce qu'il adviendra. Merci beaucoup, Jérémy Roca, spécialiste de l'expérience collaborateur chez ServiceNow. Merci beaucoup. Karine. Sylvain Moncouquiol, directeur général des fonctions centrales et de développement durable chez Unibail Rodamco Westfield. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre participation.
Et si les secrets de l'entreprise hybride qui rassure les collaborateurs et qui fonctionne donc bien étaient flexibilité, confiance et inclusion? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Gabriel Frasconi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DG France de Slack, on rappelle, plateforme de travail collaboratif, c'est ça? C'est ça, plateforme de travail collaboratif qui fait partie de la famille Salesforce. Et notre métier, c'est de rendre la vie des employés plus simple, plus efficace et plus agréable. Ah bah, vaste programme. Stéphanie Fraisse, bonjour. Bonjour. VP Global Talent Management chez Blablacar. Blablacar, tout le monde connaît, mais quand même, on va rappeler tout simplement que c'est une appli de partage de trajets en voiture et en bus. Exactement, du covoiturage qui permet d'assembler ensemble des conducteurs et des passagers pour optimiser les sièges vides sur la route. Combien de collaborateurs? 700 collaborateurs et 100 millions de membres dans à peu près 22 pays. Et c'est ça, parce que vous n'êtes pas présent qu'en France, on l'oublie peut-être un peu, mais Non, dans combien de notre pays activité, c'est aujourd'hui? dans un peu plus d'une vingtaine de pays. Et nos salariés, c'est dans à peu près 5-6 pays. Eh bien, voilà pour les présentations. Depuis la fin du télétravail obligatoire, l'hybridation est désormais majoritairement adoptée, en tout cas dans les entreprises avec lesquelles nous échangeons aujourd'hui. Mais finalement, comment les salariés appréhendent le retour au bureau? Vous avez pu un petit peu mesurer ça, Gabriel? Alors, chez Slack, au début de la pandémie, on a créé une association, le Futur Forum, en partenariat, entre autres, avec le BCG. Et tous les trimestres, on interviewe un panel représentatif d'environ 10 000 employés à travers le monde, dont un gros millier en France. Et ces études nous disent quoi? Et en particulier, la dernière, qui a été publiée il y a 2 semaines, qui était la première, je dirais, dans un monde post-pandémie ou d'un retour à un pseudo-normal ou à une nouvelle normalité du travail. Un tiers des employés sont retournés au bureau en full présentiel. Alors, bien évidemment, ceux dont le métier pouvait être télétravaillé, un tiers sont revenus en full présentiel. Et que nous indique cette étude, ils sont 2 fois plus stressés que ceux qui ont de la flexibilité, ou du moins où le télétravail est toléré. Ils sont à 40% plus propices au burn-out, et enfin, à 3 fois plus, je relis mes notes, risque de démissionner. Je crois que vous avez couvert en plus cette thématique-là avec les précédents intervenants. Également, on a remarqué ce qu'on appelle la grande distorsion. Les cadres veulent presque majoritairement imposer un retour en full présentiel, alors qu'on est un peu moins de 20% pour les employés. Et accessoirement, ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que ce sont majoritairement les employés qui retournent au travail, à contrario des cadres. Là aussi, on voit une certaine distorsion, on voit aussi un paradoxe. C'est les employés s'estiment très impliqués, très investis dans la vie de leur entreprise lorsqu'ils sont en distanciel, à presque 80%, mais également à plus de 70% lorsqu'ils sont au bureau. Donc là, on se dit, tiens, potentiellement, il y a un paradoxe. Près de 80% aussi veulent de la flexibilité et quasiment le même chiffre veulent de l'interaction humaine et un retour au bureau. Donc on voit aussi un certain paradoxe a priori sur ces études et je pense qu'on couvrira dans les prochaines questions. Ce n'est plus une opposition entre le travail télétravail, travail hybride et le retour au bureau, mais une vraie complémentarité entre les deux. D'ailleurs, l'étude le montre. C'est très marrant, tout ce que vous nous racontez est très paradoxal. Et de même que pour les salariés, je crois que c'est la majorité des entreprises proposent une certaine flexibilité. Pour les salariés, le travail hybride, c'est un avantage compétitif pour 72% des employés, vous le disiez. Et en même temps, ils ne savent pas s'ils veulent revenir ou pas. Les managers, eux, sont un peu plus frileux. Tout le monde se cherche un petit peu et entre ce qu'on souhaite, ce qu'on va faire, comment on va le faire, tout ça est un peu compliqué. Et encore, on n'a pas parlé des disparités entre les hommes et les femmes et entre les moins jeunes et les plus jeunes. Je crois que c'est les moins de 35 ans, si on les oblige à revenir full-time, plus de la moitié démissionnent dans l'année, vous dites. C'est exactement ça. Donc c'est assez énorme. Et avec, bon, effectivement, les jeunes ont aussi envie de les attirer pour aujourd'hui et pour demain. Donc c'est un vrai changement qu'il faut appréhender pour les entreprises. Alors comment vous avez réglé ça chez vous? Quelle organisation vous avez mise en place chez Blablacar? Alors régler, je ne sais pas si on l'a réglé, parce qu'on est très humble par rapport à cette situation, donc je peux décrire le système dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Mais je parle d'humilité parce que je crois qu'on va apprendre beaucoup des mois à venir, parce qu'en réalité, on rentre tout juste dans la vraie période hybride, en tout cas qui dure suffisamment longtemps pour qu'on puisse commencer à en tirer des enseignements. Alors, je vous rejoins sur la flexibilité, en fait. Ça a été le maître mot de ce qu'on a fait. On a donné le choix à nos collaborateurs de choisir entre 2 systèmes. Je crois que beaucoup d'entreprises se sont organisées comme ça. Il y a ceux qui choisissent d'être en full distanciel et qui donc, pour la très grande majorité d'entre eux, ne vivent plus en région parisienne où on a notre siège. On a quasiment un tiers aujourd'hui de nos effectifs en France qui ont fait ce choix-là, que nous avions déjà embauché en étant complètement à distance ou qui ont fait le choix de partir.
Et en fait, pour les autres qui restent donc en région parisienne, ils ont la possibilité de venir. Alors en plus, on a la chance d'avoir un nouveau siège Blablacar dans Paris. Ils ont la possibilité de venir au travail, un nombre de jours qui est complètement laissé à leur entière décision. La seule chose qu'on demande, et les managers l'organisent avec leurs équipes, c'est d'essayer d'avoir à minima une fois par semaine ce qu'on appelle un Team Days, où toutes les équipes qui sont en tout cas dans ce mode du coup un peu hybride, puisqu'ils alternent entre un travail depuis leur domicile et un travail au bureau, de venir au moins une fois par semaine tous ensemble. Pour ceux qui sont en distanciel total, on leur demande de revenir 2 à 3 jours par mois pour justement rencontrer leurs équipes. Donc vous voyez qu'en fait on tient à donner à la fois de la flexibilité, mais on tient aussi à maintenir des rendez-vous physiques réguliers qu'on utilise pour organiser tout un tas de sessions, de stratégies, Et vous leur payez même leur déplacement quand ils doivent venir. Donc en fait, on a une proposition d'accompagnement qui est assez généreuse. D'abord, on équipe tous nos collaborateurs sur leur équipement à domicile, quel qu'il soit, en distanciel ou en présentiel. On a fait bénéficier tous nos collaborateurs d'un budget, et ça, dès le début de la crise du Covid. Ensuite, en effet, tous nos collaborateurs qui reviennent et qui sont en full distanciel et qui reviennent tous les mois, on leur finance intégralement leurs allers-retours, leur hôtel et leurs frais de bouche. Donc ils ont un budget tous les mois, ils ont un maximum à ne pas dépasser. Et d'ailleurs, certains d'entre eux préfèrent venir 2 fois qu'une fois. Et on les laisse libres de leur organisation avec leur manager. Et on leur propose aussi un budget de coworking sur le lieu où ils habitent pour qu'ils puissent retrouver parfois des collaborateurs Blablacar qui sont dans les mêmes villes qu'eux. Ou tout simplement parce qu'ils ont besoin de quitter leur domicile, parce qu'ils n'ont pas l'organisation qui va bien chez eux. Donc, en effet, on a un dispositif qui est assez généreux, vous pouvez le dire. Et effectivement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Gabriel, mais ce qui est intéressant aussi, donc ça c'est une manière de rassurer, d'attirer les collaborateurs, de les fidéliser, d'avoir comme ça ces propositions assez généreuses. Il y a d'autres possibilités aussi, c'est peut-être de travailler sur le travail asynchrone ou de montrer comment tout ça va permettre une certaine inclusivité. Effectivement, alors rassurer, parce que c'est un changement, donc changement 10 questions. D'ailleurs, je rejoins ce qu'a dit Stéphanie, il n'y a pas de réponse formalisée. Tout le monde apprend un petit peu en marchant et tout le monde regarde ce que fait ses petits camarades. Alors oui, le travail asynchrone, et d'ailleurs, alors je fais juste, avant de parler de travail asynchrone, même ce côté hybridation du travail permet déjà une meilleure inclusion. Pourquoi on le voyait beaucoup? Lorsqu'on a un siège social qui souvent était, alors pré-pandémie, le centre névralgique d'une entreprise, ça présupposait que les collaborateurs habitaient entre 30 et 50 km autour de ce siège social, qui est bien souvent on va dire en région parisienne. Donc déjà, on se bannit d'un certain nombre de collaborateurs qui habitent un petit peu plus loin. Déjà, il y a une vraie inclusivité sur potentiellement des zones géographiques et des régions peut-être un peu plus défavorisées. Donc ça permet d'attirer aussi des profils qui n'étaient pas attirés avant. Aussi, alors on le voit beaucoup dans les études, vous en avez parlé tout à l'heure, l'inclusivité pour une population féminine, qui est dans nos études aussi, on le voit beaucoup, encore une dichotomie entre les femmes et les hommes, pour les femmes pour lesquelles la flexibilité de lieu et de temps est beaucoup plus importante encore que pour les populations masculines, mais aussi une inclusivité au niveau des personnalités, entre les introvertis et les extravertis. Pourquoi? Parce qu'en travail asynchrone, du coup, on a une tâche à réaliser, on n'est pas forcément obligé d'être tout le temps à plusieurs personnes dans un meeting. Et lorsqu'on oblige finalement ce retour au travail, ou toujours avant de régler un problème ou d'avoir une discussion, on doit discuter, ce qu'on voyait, c'est des biais cognitifs. C'est souvent, je vais utiliser le mâle dominant qui prenait la parole, l'extraverti qui pouvait prendre la parole, et souvent au détriment de populations plus introverties, voire des populations féminines. Donc ce travail asynchrone permet de s'affranchir aussi de ces barrières culturelles, de ces biais cognitifs, pour faire en sorte que tout le monde a sa place, tout le monde a son mot à dire, et on le voit beaucoup aujourd'hui, des collaborateurs qui contribuent beaucoup plus que précédemment grâce à cette asynchronité dans le travail. Quelles sont les bonnes pratiques, vous le disiez, on apprend tous les jours, Stéphanie, quelles sont les bonnes pratiques qui permettent le bon fonctionnement au quotidien de cette entreprise hybride? Je pense qu'il y a au moins 2 éléments sur lesquels nous, on a attaché beaucoup d'importance. Il y en a un premier qui est lié à la culture de l'entreprise. Il y a vraiment des entreprises pour lesquelles ça a été plus ou moins facile. C'est vrai qu'on a la chance, nous, chez Blablacar, d'avoir, y compris déjà avant cette crise et encore aujourd'hui, une culture qui était très propice à ça. Pourquoi? Parce qu'on a une culture qui est très orientée sur la confiance, l'autonomisation des collaborateurs et la transparence. Alors, je pourrais prendre des exemples très concrets qu'on est du coup venu renforcer et encore plus soutenir.
Donnez-nous un exemple concret, c'est bon. Alors, notamment, prenons par exemple la transparence. En fait, on a énormément d'outils de communication. On travaille avec des fichiers qui sont complètement ouverts et partagés. Et donc, la détention de l'information n'est pas le fruit de quelques personnes qui détiendraient le savoir. Et en fait, c'est extrêmement du coup favorable à une organisation qui peut être hybride, puisque l'information, en fait, elle est complètement écrite. Culture de l'écrit très important pour réussir dans ce type d'organisation. Elle est ouverte, elle est partagée. Et on a des formats en fait, de communication qui sont extrêmement réguliers, où on donne beaucoup de transparence, que ce soit de la part de notre CEO ou généralement du comité de management, sur nos résultats, nos difficultés, nos ambitions, nos projets. Donc ça, c'est la culture d'entreprise. Le deuxième pilier. Alors, peut-être toujours sur la culture, il y a un autre élément très important qui est l'autonomie. En fait, on ne peut pas avoir une organisation hybride, distancielle, présentielle qui fonctionne si on ne donne pas de l'autonomie aux collaborateurs. Et en fait, la façon dont nous, elle se caractérise, c'est qu'on travaille avec un système de fixation des objectifs qui est assez connu de l'environnement tech, qui s'appelle les OKR, et qui en fait permet non pas de piloter par le présentéisme, dont on pourrait dire qu'il est quand même plus que passéiste, mais plutôt par l'atteinte des résultats. Alors, il ne faut pas être angélique par rapport à ça. Ça veut donc dire qu'il faut former nos managers, et ça c'est notre deuxième pilier, à ça, c'est-à-dire que ce qui était vrai avant, piloté par la performance et l'atteinte des objectifs, devient encore plus vrai aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'on accompagne nos managers pour que leur méthode managériale évolue, aille vers encore plus d'excellence dans ces pratiques-là. Et tout un tas d'autres éléments qu'on pourra aborder dans la troisième partie, parce qu'il y a aussi des écueils qu'il ne faut pas éviter. Mais les managers sont un pivot absolument essentiel de cette nouvelle organisation. Justement, rapidement, avant d'en venir aux écueils avec vous, comment on conserve le sentiment d'appartenance des collaborateurs en mode hybride ? Alors, déjà, il y a toute la partie bureau, peut-être qu'on y reviendra par la suite, mais déjà, ne serait-ce qu'en distanciel. Et je prends un exemple de Doctolib, qui a dû faire face, effectivement, pendant la pandémie, à un double challenge. C'est une explosion de leur business, de façon très évidente, et, par voie de conséquence, de recruter beaucoup de nouveaux collaborateurs. Comme beaucoup de sociétés, de la tech ou même des sociétés beaucoup plus importantes, le siège social, le centre névralgique de l'entreprise, le centre culturel, finalement, de l'entreprise, mais là, tout a volé en éclats. Et comment est-ce que je recrute et comment est-ce que je forme, en anglais onboard, mes nouveaux collaborateurs ? Et bien souvent, au début, personne ne savait, on a reproduit le même schéma de formation et d'onboarding en présentiel à distance. Donc, tu es chez toi, du matin au soir, et on suit des vidéo calls du début à la fin. Ça a duré quelques jours, ils se sont vite rendus compte de les limites de ce modèle-là, parce que les employés rentrent en burn-out, on suit la première demi-heure et la première heure au mieux, et après on est complètement déconnecté. Donc ils ont complètement réinventé cette façon de faire l'onboarding. Alors pour le coup, ils l'ont fait avec Slack, on est très content, mais surtout, c'est « Bonjour Karine, bienvenue lundi matin, voilà ce qui va se passer dans la semaine, tu as une session d'une demi-heure ce matin, voilà l'agenda, donc préparez beaucoup et pas juste arriver dans un vidéo call, préparer les collaborateurs et collaboratrices. Juste après la session, quel est le feedback, qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et aussi un truc intéressant, deux choses, c'était ils avaient développé un petit bot de matching interne, donc en fonction du profil du nouvel arrivant, on proposait d'une discussion d'un quart d'heure, une demi-heure avec un employé lambda au hasard pour se connecter à quelqu'un qui est un petit peu plus ancien. Donc un peu ce côté matching comme dans les applications de dating avec des anciens. Et aussi on proposait des groupes de collaboration en fonction des thématiques. Ceux qui aiment bien courir, ceux qui ont des préférences de voyage, etc. ou culinaires, pour qu'ils puissent se fédérer entre eux. Donc ça c'était vraiment la partie full distancielle. Et peut-être qu'on reviendra ensuite sur la partie hybride. Oui, parce que je suis désolée, mais le temps passe. Il nous reste 2 minutes et j'aimerais encore apporter des 2 points avec l'un et avec l'autre. Donc, en 1 minute, s'il vous plaît, Stéphanie, quels sont les écueils à éviter ? De quoi vous vous êtes rendu compte ? Alors, il y a cette notion de travail synchrone-asynchrone qui est très importante. Qu'est-ce qu'on fait entre le présentiel ? Qu'est-ce qu'on fait dans le distanciel ? Comment on s'assure que quand on est asynchrone, on est focus sur son travail et on alterne avec des temps où on est en flow, en flux, en échange avec les gens qui sont à distance ? L'inclusion, vous en avez parlé, c'est hyper important. Quand on est en réunion, si tout le monde est en présentiel et qu'il y a une personne en distanciel, comment on s'assure qu'elle est incluse, comment on s'assure que les process de décision sont inclusifs pour tout le monde et ne se prennent pas au détour de la machine à café. Donc il faut avoir des process de décision extrêmement clairs. Et puis les risques psychosociaux, on l'a un tout petit peu abordé. Et là aussi, je crois qu'il faut être quand même extrêmement vigilant. On observe qu'il y a quand même des risques importants de déconnexion, de manque de scission et de rupture entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça fait partie des écueils qu'on souhaite éviter et on va mettre en place cette année un programme d'accompagnement à la santé mentale important chez nous.
Parce que c'est pas le tout. Vous avez aussi énormément travaillé comme Unibail Rodamco Westfield à faire revenir les gens au bureau par de l'animation des bureaux, mais il y a tous ces aspects-là derrière qui sont vraiment fondamentaux. Pour terminer, Gabriel, comment on travaille justement cette complémentarité entre ce que vous appelez le QG numérique et le siège social qui a finalement changé d'usage? Excellente question. Je vais prendre l'exemple de Criteo. J'ai discuté avec Béatrice Mabille, la VP d'Internal IT côté Criteo. Et en fait, on a des collaborateurs, comme pour Stéphanie, qui ont déménagé en province. Et finalement, ce centre névralgique culturel du bureau, là aussi, il a volé en éclats. Et surtout, on a eu des employés qui disaient « mais j'ai une meilleure connexion à la maison, pourquoi est-ce que je vais revenir au bureau ?» On a eu beaucoup ce cas de figure-là. Et en fait, les deux sont très complémentaires. Et le retour au bureau, c'est pour avoir une approche beaucoup plus sociale avec ses collègues, pour discuter autour de la machine à café de sujets qui, effectivement, à distance, c'est un petit peu plus compliqué. Et aussi, et je vais prendre même mon cas personnel, et Criteo a vécu la même chose, ils essaient d'avoir l'agenda le plus vite possible lorsqu'on retourne au bureau, justement pour avoir du temps humain pour se connecter avec les collègues. Si je dois être en vidéo call ou en réunion ou à travailler asynchrone au bureau, ça n'a pas de sens. Le bureau, c'est justement, j'y vais pas pour travailler, j'y vais pour ne pas travailler, et j'y vais pour rester et pour discuter avec des collaborateurs, pour faire avancer des choses qui, sinon, n'avanceraient pas à distance. Donc on va au bureau, ça y est, ça a été dit pour ne pas travailler. C'est intéressant que cette nouvelle notion, et c'est un petit peu ce qui est sous-jacent quand même à ce travail d'entreprise hybride, mais avec tous les questionnements, ce que vous nous disiez les uns et les autres, tout ça est en test and learn. Et c'est au jour le jour, on apprend en marchant. Gabriel Frasconi, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le DG France de Slack. Stéphanie Fraisse, VP Global Talent Management chez Blablacar. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Le modèle de l'entreprise hybride, la nouvelle partition à maîtriser pour accompagner les salariés, mais si finalement ce n'était pas une formidable opportunité de transformation RH. On en parle avec Michel Miller. Bonjour. Bonjour. Head of HR Solutions, Skills et Data Management chez BNP Paribas. BNP Paribas, on parle de BNP Paribas dans le monde entier, et du coup, c'est un nombre invraisemblable de collaborateurs. 180 000 répartis sur l'ensemble du globe. Oui, donc 3 fois rien. Donc tout le monde n'est pas passé en mode hybride, c'est parti de la France. C'est parti de la France, mais c'est quelque chose qu'on essaye de propager de façon équitable à l'intérieur du groupe, y compris à l'international. Très bien, on va en reparler dans un instant. Guillaume Aubin, bonjour. Bonjour. Directeur de l'expérience travail à la région Île-de-France. On va revenir sur ce thème, c'est important. La région Île-de-France, c'est combien de collaborateurs? C'est 10 000 en tout et 2 000 au siège. 10 000 au siège. Et c'est bien là-dessus qu'on va commencer parce que justement, ce siège, il a déménagé il y a 5 ans, c'est bien ça, du centre de Paris à Saint-Ouen. Vous avez commencé du coup à opérer un projet de transformation RH. Le Covid est arrivé par là-dessus. Et du coup, comment ça se traduit aujourd'hui sur l'aménagement des bureaux, donc de façon assez concrète, et sur les accords de télétravail? Alors oui, effectivement, nous avons fait ce déménagement il y a 5 ans. Et en fait, en s'installant, on avait déjà commencé à réfléchir cette entreprise hybride puisqu'on a mis en place le télétravail quasiment au même moment que le déménagement. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette histoire, c'est que passé ce confinement, on est en train finalement de devoir repenser toute notre installation. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en quelques années, on a vécu des mutations tellement fortes qu'il y a tout un tas d'effets qu'on n'avait pas prévus à l'époque. Et ça a effectivement aujourd'hui des conséquences sur l'aménagement même des bureaux. À titre d'exemple, on est en train aujourd'hui de passer en flex office à 100% parce qu'on se rend compte qu'on a un taux d'occupation de nos bureaux qui est pas satisfaisant et surtout que ça nous offre une formidable opportunité pour faire d'autres choses dans nos locaux. Et finalement, par rapport à il y a 5 ans, on travaille aussi beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient au bureau, pourquoi finalement on y vient. On a connu du télétravail à quasiment 100% pendant quelques temps. On a vu que ça a fonctionné, qu'on a pu produire ce qu'on avait à produire. Et donc finalement, pourquoi ne pas opter vers ça? Et c'est vrai que tout ce challenge-là, ça vise aussi à revoir nos installations, comment on fonctionne. Et c'est ce qu'on travaille là. Et alors, comment vous l'animez, ce bâtiment, du coup? Eh ben, on est justement en train de repenser tout ça. Et on estime vraiment aujourd'hui qu'on a finalement 3 pôles qui vont dominer. On a effectivement notre site régional qui doit être un petit peu le cœur du dispositif. C'est là où on fait de la collaboration, c'est là où on fait du sens au travail, c'est là où on se rend compte, c'est là où on prend de la connaissance aussi, où vraiment on s'aère quelque part et on est avec ses collègues. On a ensuite un pôle qui est le télétravail chez soi,
où là, on va être peut-être sur des choses qui réclament beaucoup plus de concentration, d'attention. Et finalement, l'objectif, c'est pas d'être en réunion et en visio toute la journée. Et puis le troisième pôle aussi qui émerge, c'est le tiers-lieu. C'est l'espace de coworking, où là, on va être sur de la socialisation peut-être un peu plus choisie, avec d'autres gens que ses collègues habituels, ou alors peut-être avec son équipe un peu plus resserrée. Alors, vous avez mis par exemple un incubateur de projet en interne. C'est bien ça aussi, c'est utiliser les lieux autrement. Tout à fait, c'est un projet qu'on est en train de mener, qui devrait sortir en fin d'année et qui est justement la conséquence de cette opportunité qu'on a dans nos locaux. Et le but, effectivement, c'est de pouvoir échanger avec des partenaires extérieurs, c'est de pouvoir aussi venir pour autre chose que ce qu'on pourrait faire chez soi, pour avoir également beaucoup plus d'échanges avec les partenaires franciliens. Ça vient aussi du fait que nous, on est une collectivité territoriale et donc on peut faire ce lien avec les porteurs de projets franciliens. On reviendra sur cette idée parce qu'effectivement, tel que vous nous parlez, on a l'impression de se retrouver dans une entreprise de la tech et on se demande comment une collectivité territoriale en est arrivée là. Ça ne va pas forcément de soi. Le mode hybride chez BNP Paribas, Michel Miller, il s'intègre dans une vision plus large. Vous avez appelé ça le smart working. De quoi s'agit-il? Comment ça marche? Alors, si on peut faire le parallèle avec ce que Guillaume vient de dire, on était aussi, nous, sur une lancée, sur une première tendance, que ça soit sur les outils ou sur les usages. Mais voilà, la crise a précipité tout d'un coup. C'était un bel accélérateur. Alors d'ailleurs, heureusement, je crois que c'est vrai pour beaucoup d'entreprises. Heureusement que sur les outils, on était arrivé à un niveau qui a quand même permis assez rapidement de switcher sur un mode qui était full télétravail, full travail à distance, hein, à quelques professions et à quelques professions près. Là, on est arrivé, alors on l'espère tous, en sortie de crise. Oui. Et on s'est posé la question de ce qu'il fallait, comment on allait en sortir, ce qu'on allait faire. Vous savez que la plupart, on avait fait des études auprès des différents collaborateurs. Personne n'avait envie de revenir à la situation d'avant. Et forcément, il fallait qu'on retravaille sur justement cette notion de travail à distance, la façon de le pratiquer. Mais il fallait qu'on approche ce travail hybride, puisque d'un seul coup, on allait se retrouver à la fois avec des personnes à la maison et des personnes sur le lieu de travail. Et plutôt que de résumer ça sur un accord de télétravail ou la révision d'un accord de travail, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on insiste sur 4 piliers. Donc ce premier pilier qui est le télétravail. Un deuxième pilier, l'outillage. Indispensable, et comment on le fait évoluer. Troisième pilier, l'aménagement des locaux. On parlait tout à l'heure, mais quelque part, il faut qu'on puisse permettre à chacun de rentrer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle façon de pratiquer le mode hybride. Et puis un quatrième pilier, très important, qu'on a appelé People Care, puisque, mais d'autres l'ont évoqué plus tôt, on a un vrai besoin de s'assurer que les collaborateurs le vivent bien, ou du moins ont toutes les armes pour le vivre correctement. Et oui, il y a tout ce souci de qualité de vie au travail qui désormais est à gérer aussi chez soi ou en tout cas à domicile. Concrètement, et c'est intéressant, je disais, vous êtes directeur de l'expérience travail, Guillaume Aubin. D'abord, ça interpelle parce que j'imagine qu'il n'y a pas forcément ce poste-là dans toutes les entreprises. Comment travaille votre direction et avec quels moyens justement pour revenir sur tous ces sujets finalement qui sont à peu près les mêmes chez vous? Cette direction, elle fonctionne finalement en réfléchissant au parcours utilisateur, j'allais dire au parcours agent en l'occurrence, du moment où il va rentrer dans le bâtiment, où il va passer par l'accueil, où il va recevoir de l'information, où il va recevoir de la communication, donc la communication interne en l'occurrence, jusqu'ensuite effectivement le travail qu'il va faire, qu'il soit sur site, qu'il soit à distance, comment il va le réaliser, dans quelles conditions. Et finalement, on est beaucoup sur 2 idées dans cette direction. Une idée de futur, comment est-ce qu'on travaillera dans quelques années, donc comment on peut commencer à expérimenter ça, donc ça c'est la transformation RH. Et puis ensuite, comment on inclut tout le monde là-dedans, et ça c'est le côté prévention et santé au travail, comment j'agis en employeur responsable, comment j'embarque tout le monde dans ce système-là. Et avec le travail hybride, c'est des questions qui sont très importantes à mener. On sait que le télétravail, ça peut aussi être un révélateur d'inégalité par rapport au logement, par rapport à l'envie aussi qu'on a, la faculté qu'on a de travailler dans ces conditions-là. Et donc comment effectivement on peut prendre en charge par exemple des frais de tiers-lieu pour nos agents. Nous, c'est le choix qu'on a fait quand on a mis en place le télétravail avec notre DRH Fabienne Scholl. Et comment également on peut finalement répondre à l'inclusion de tout le monde par de l'intention sur
comment je vis mon travail, comment je l'expérimente, les différentes situations d'âge, de handicap, de parcours dans sa vie, de volonté aussi de collaborer, de métier qu'on mène. La réflexion métier est extrêmement importante et c'est ce qu'on fait dans cette direction-là. Oui, en allant au contact finalement pour bien comprendre les besoins, les desiderata, les problématiques des uns et des autres que vous soulevez. Alors comment on fait après concrètement pour faire adhérer ces collaborateurs à cette nouvelle vision du travail chez BNP Paribas? Alors déjà, on a essayé de les écouter. Oui, bah c'est ça. Voilà, il faut beaucoup de feedback, essayer de récupérer beaucoup de feedback. Et j'entendais tout à l'heure les autres interlocuteurs qui expliquaient qu'on apprenait en marchant et on va continuer à prendre beaucoup de feedback parce que je crois qu'on est tous dans la même humilité là-dessus. Et puis, ça a été de l'information, de la formation. On a mis en place un réseau d'ambassadeurs. On parlait de la partie internationale tout à l'heure, mais on a embarqué justement les différents pays également. Parce que finalement, la crise sanitaire, elle n'était pas qu'en France. C'est ça, elle a touché un peu tout le monde. Hein. Alors, parfois de façon asynchrone, là, justement, oui. pas en même temps, mais tout le monde est confronté au même sujet. Donc, beaucoup de formation, beaucoup d'informations, et on a demandé on s'est beaucoup appuyé sur les managers, et on continue à beaucoup s'appuyer sur les managers en leur demandant de travailler sur des projets d'équipe. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de formule magique de c'est mieux d'un jour, 2 jours, 3 jours par semaine. Finalement, dans les accords de télétravail, on laisse quand même pas mal de liberté, hein, dans une limite de 50% par semaine, mais il y a une liberté. Donc ce qui est surtout important, c'est de travailler la confiance à l'intérieur de l'équipe et que toute l'équipe se sente à l'aise et s'accorde pour être capable et en mesure de délivrer son travail. Donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup, sur lequel on a beaucoup poussé, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté. Et avec cette idée que on ne fait pas un projet d'équipe et puis on le fige et puis c'est fini. C'est que ça doit être rediscuté, redébattu au fil du temps et des expériences. Et, oui, et au gré des changements. Donc les projets d'équipe, les communautés sur lesquelles on s'appuie, et puis vous avez bénéficié d'un sponsorship assez fort aussi. Ça, oui. On avait un sponsorship, un triple sponsorship de Sophia Merlot, notre DRH, Bernard Galgani, notre responsable IT groupe, et Jean-Louis Marlier, responsable de l'immobilier du groupe. Donc voilà, ça amène une facilité dans la force de conviction. Et on a vraiment mis en place une gouvernance commune entre les équipes de ces différents sponsors pour justement ne faire plus qu'un. Et puis mener ça comme un projet tous ensemble. Et c'est ça, parce que pour marketer en interne, il faut mieux être plus fort et parler tous d'une même voix, effectivement, voilà. pour avancer. Est-ce qu'elle est terminée aujourd'hui à la région Île-de-France, cette transformation RH, et quels en sont les bénéfices? Parce que je le disais tout à l'heure en souriant, mais c'est vrai qu'elle n'allait pas de soi. Quand on est une administration territoriale, on se dit que ça a peut-être plus de difficultés vous avez peut-être plus de difficultés à faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'elle est terminée? Non, pas du tout. Et je rebondirai vraiment sur ce que vient de dire Michel. On avance en marchant. Il y a encore tout un tas de mutations qu'on ne connaît pas. Finalement, nous, on a un projet de déménagement qui a 5 ans et on est déjà en train de se dire qu'on va le revoir. Et je pense qu'on n'a pas fini ce chemin-là. Donc, je ne crois absolument pas qu'elle soit terminée. On a encore beaucoup d'enjeux à conduire. Est-ce qu'après, on a une particularité en tant que collectivité là-dessus? Moi, j'ai surtout envie de raisonner en métier sur cette question-là, beaucoup plus qu'en statut. Par exemple, d'autres collectivités, comme des communes, vont avoir la question des services à rendre à la population qui vont être prédominants. Et là, par exemple, le travail à distance va se réfléchir complètement différemment. Nous, à la région, on a une administration, d'une part, de projet. On a aussi le rôle d'être dans le futur, de savoir ce qui se passera, quel sera le schéma directeur des transports, de l'aménagement dans 10, 20, 30 ans, quel développement économique on peut produire. Et donc finalement, sur par exemple ces métiers-là, la question de travailler avec un incubateur de projet au sein du bâtiment, elle répond à de vrais besoins, il y a de vraies synergies à faire avec ça. Donc nous, on a vraiment centré ça sur les métiers. Et ensuite, effectivement, on a eu un accompagnement au changement qui a été quand même très fort sur des collectivités ou sur d'autres administrations qui sont dans cette idée-là. Mais aujourd'hui, ça peut être un argument de recrutement. Tout à fait. C'est-à-dire, vous pouvez dire, regardez, effectivement, nous ne sommes pas forcément l'entreprise
Tout à fait. que vous pensez. Nous, aujourd'hui, À laquelle vous pensez on touche des publics qu'on ne touchait pas du tout avant. Et au sein d'un public de titulaires de la fonction publique, on propose des chemins de carrière qui n'allaient pas de soi avant. Et ça, c'est perceptible dès à présent. Donc c'est en partie réussi. Reste pas mal à faire, mais c'est en partie réussi, en tout cas sur l'image de marque. Concrètement, pour terminer, Michel, quels outils vous avez déployés pour faciliter la vie de l'entreprise en mode hybride, bien sûr? Alors, on a essayé d'en développer dans les différents piliers. Pour commencer sur le People Care, on a essayé un accompagnement par la médecine du travail, en particulier en France, pour justement aider les collaborateurs à se positionner, leur donner quelques règles, quelques conseils pour vivre au mieux ce mode hybride. Ensuite, on sait quelques outils très pratico-pratique, on va dire, hein, mais on parlait de travail asynchrone tout à l'heure. Finalement, c'est difficile dans une journée de se dire je vais revenir aujourd'hui sur le siège de l'entreprise juste pour faire des réunions, pour avoir des contacts, etc. Puis je ne ferai pas de Teams. Enfin, non, ça ne marche pas. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Et donc, du coup, pour que les équipes, les tribus puissent mieux gérer cette hybridation ou ce mode asynchrone, on est en train de développer des outils qui permettent, j'appelais ça Où est Charlie, c'est-à-dire pour une très belle comme idée. Où est Charlie? Je ne sais pas s'il y a un copyright sur le nom, mais quelque part, c'est de savoir où sont mes collègues, où est ma tribu, et de pouvoir prévoir à l'avance et finalement de choisir ses jours de venue sur le siège en fonction des autres et en fonction des étapes du projet. Et une dernière chose sur l'outil, très rapidement, Guillaume nous disait qu'on commence à se reposer la question d'un nouveau déménagement vu les conditions. Est-ce que pas vous d'un nouveau déménagement quand même. Hein. Non, mais en aménagement. tout cas, un nouvel aménagement. Oui, déménagement, ça coûte cher, mais en tout cas, un nouvel déjà. aménagement. La question de l'immobilier, elle est réglée. La question des locaux? Non, enfin, ça fait partie justement de là où c'est un des points. Si aujourd'hui on se dit il faut vraiment qu'on laisse les gens sortir de la crise, enfin on laisse nos collaborateurs sortir de la crise et vivre un peu le nouveau paradigme. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si on écoute, il y a 3-4 mois de ça, on aurait fait que des espaces de collaboration à l'intérieur des immeubles. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, on aurait juste fait des cabines téléphoniques dans les immeubles parce que tout le monde disait qu'il allait falloir pouvoir faire des Teams. Donc l'idée, c'est vraiment de se travailler en future work, d'écouter ce qui se passe ailleurs, chez Guillaume, ce qui se passe un peu dans toutes les entreprises. Je pense qu'on a tous les uns les autres beaucoup de choses à s'apporter et puis surtout d'écouter les collaborateurs, nos équipes. Pour essayer de leur rendre le meilleur service possible. On va voir à l'usage. Une fois qu'on a essayé tout d'un côté, tout de l'autre, au milieu, on se dit, bon, finalement, qu'est-ce qui convient le mieux à chacun et à nous en particulier. Merci beaucoup pour ces témoignages très enrichissants. Michel Miller, Head of HR Solutions Skill et Data Management chez BNP Paribas. Merci à vous. Guillaume Aubin, directeur de l'expérience travail à la région Île-de-France. Merci à tous les deux, messieurs.